Merci, chers internautes de DKR 221. C'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui un grand monsieur qui va nous entretenir sur un thème intéressant, le salon du Saredo, tenu cette année à Dakar. Le Sénégal a eu le mérite de recevoir l'équipe de Saredo cette année. Là, c'est l'occasion pour nous de recevoir monsieur Cyrus Essukumato pour nous en tenir des contours de cet événement d'une importance très grande qui s'est tenu à Dakar à partir du 8 août passé. Monsieur Essoukou, bonjour. Bonjour, professeur Diouf. Bonjour, monsieur Essoukou. Oui, c'était une occasion que nous vous avons offert, en tout cas, pour revenir sur l'événement qui s'est tenu récemment dans la capitale sénégalaise, Dakar. Comme vous le savez, c'est dans le cadre des activités du salon de l'entrepreneur du droit OADA, tenu cette année à Dakar, parce que la première édition, pour rappeler, c'était au Bénin. Voilà. Cette année, le Sénégal a accueilli le salon. Est-ce que, après avoir fait votre présentation, vous pouvez revenir sur les grands moments du Saredo? Ok, merci. Je suis Monsieur Cyrus Essukumato, vice-président du comité d'organisation du Saredo. Le Saredo, c'est le salon régional de l'entrepreneur de droit OADA. Avant tout, je tenais quand même à adresser mes sincères remerciements à nos collaborateurs du Sénégal, en l'occurrence son Excellence l'ambassadeur Fodé Seck, Monsieur Bassirou Faye, et le professeur Diouf et bien d'autres collaborateurs qui ont bien voulu nous accompagner dans cette mission assez délicate, et aussi les autorités sénégalaises en tête desquelles son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et notamment Madame la ministre de l'intégration africaine chargée des affaires étrangères. Donc, toutes ces personnes, les membres des communautés locales, les organisations des communautés locales, le secteur informel, l'artisanat, toutes ces personnes qui ont participé à ces belles rencontres, je tenais à leur adresser mes sincères remerciements au nom de l'équipe Saredo. En ce qui concerne le Saredo, il faut retenir que le Saredo, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le salon régional de l'entrepreneur de droit OADA. Il a été initié par Maître Essoukou Yacinta Anisha, qui est une greffière au tribunal de Libreville. Elle est en même temps animateur, elle est médiateur et arbitre OADA certifié. Elle a eu à cœur de régler la problématique du secteur informel au travers du statut de l'entrepreneur de droit OADA. Elle est passionnée des textes OADA. Et au vu d'un certain nombre de situations au niveau du Gabon, notamment la forte représentation du secteur informel dans l'économie du pays, elle a voulu participer un tant soit peu à réduire le gap, et elle a, compte tenu du fait qu'elle connaissait déjà le statut de l'entrepreneur, elle s'est engagée à mettre en œuvre des actions sur le terrain pour pouvoir permettre la formalisation d'un bon nombre d'acteurs du secteur informel. Elle s'est heurtée justement à des difficultés liées à la méconnaissance de ce statut par les populations cibles, mais également par l'administration en charge justement de sa mise en œuvre. D'où l'idée de l'organisation d'une rencontre internationale. Internationale, pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que la problématique n'était pas spécifiquement, exclusivement liée au Gabon, mais elle résidait également dans la plupart des pays de l'espace OADA. Donc, elle m'a contacté pour organiser cet événement, et nous avons choisi la destination de Cotonou pour organiser la première édition de ce salon qui avait pour thème l'entrepreneur au cœur du dynamisme de la nouvelle économie africaine. Durant cet événement, nous avons posé les jalons d'une nouvelle vision de l'économie africaine à partir du secteur informel par le statut de l'entrepreneur. Nous avons mis en place un cadre qui pourrait accompagner les États dans la mise en œuvre de leur politique d'appui au secteur informel, notamment dans le cadre de la structuration, de la formalisation, etc.
Et cet élément, ce cadre-là, c'est le Haut Conseil de l'entrepreneur. La forte participation du Sénégal à ce salon ont joué en faveur de la désignation du Sénégal comme pays devant abriter la deuxième édition. C'était pas une erreur et nous nous sommes réjouis de ce choix parce qu'en venant sur place à Dakar, nous nous sommes rendus compte que le Sénégal a quand même une longueur d'avance sur beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne en matière de prise en compte des acteurs du secteur informel. Et déjà, jusqu'au mois de mars encore, le Sénégal avait un ministère dédié au secteur informel. Donc, nous avons travaillé avec les équipes locales pour pouvoir mettre en place, organiser cet événement. Et comme je le disais tout à l'heure, c'était une très belle réussite parce que le format de cette année diffère beaucoup de celui de l'année dernière. Nous avons choisi d'aller au cœur même de la cible, organiser un salon au cœur de la cible, notamment le secteur informel, dans des lieux reculés de la ville de Dakar. Oui, vous avez parlé de cœur de cible, c'est vrai, et ça rime aussi avec la façon dont vous avez libellé la thématique de cette année, qui parle en tout cas de la promotion du statut de l'entrepreneur, de droit au OHADA, un levier puissant pour la valorisation des acteurs du secteur informel. Et on voit à chaque fois, ça revient toujours de façon courante, le terme entrepreneur et secteur informel. Et quel est un peu le lien qu'entretient le SAREDO et le secteur informel? Bon, il faut comprendre que le secteur informel, c'est selon les pays, mais en substance, hein, c'est à peu près 90% des actifs en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, on parle de 97% des actifs, des travailleurs qui exercent dans l'informel, avec un PIB qui oscille entre 30 et 65%. C'est un problème majeur pour les pays en voie de développement ou bien les pays sous-développés, c'est selon l'expression, le terme qu'on voudrait bien utiliser. Mais pour l'Afrique subsaharienne, c'est une véritable problématique. Beaucoup de politiques ont été mises en œuvre pour pouvoir faciliter la formalisation de ces acteurs, mais n'ont pas abouti. Et nous sommes rendus compte que peut-être que la solution que l'OHADA offre, notamment le statut de l'entrepreneur qui a été créé en 2010, même s'il a fallu attendre 2015 à Cotonou au Bénin pour voir la première déclaration de l'entrepreneur, mais nous nous sommes rendus compte que c'était un instrument de facilitation de la formalisation du secteur informel, puisqu'il offre des avantages que les autres acteurs économiques définis par les règles OHADA et autres n'offrent pas. D'accord. Bon, pour rappeler, par définition, l'OHADA signifie Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, dont le Sénégal est un pays membre, un pays signataire de l'acte OHADA. Mais comment est-ce que vous avez reçu le soutien des autorités sénégalaises? C'est vrai que vous l'avez organisé cette année au Sénégal, dans la capitale Dakar. Est-ce que ça a été facile dans le cadre des démarches pour toucher les institutions étatiques, dans le cadre de l'appui institutionnel, dans le cadre de l'accueil et dans le cadre de la facilitation, en tout cas pour avoir accès à tout cet instrument pour réussir à bien la mission de cette année? Il faut l'avouer que si nous n'avions pas eu cet appui institutionnel, nous n'aurions certainement pas pu organiser ce salon tel que nous l'avons vu. De manière officielle, le ministre en charge de l'intégration africaine et des affaires étrangères nous a apporté le soutien institutionnel de son département, ce qui est quelque chose d'assez formidable. Elle a mis à disposition du salon la salle pour l'ouverture des travaux et la conférence sur la diplomatie économique. Nous avons eu l'ambassadeur Babacar Ba, qui est directeur de la diplomatie économique, chargé des partenariats, qui a été d'un fort soutien dans l'organisation au niveau des orientations, etc., dans l'organisation de ce salon. Donc, je ne peux pas dire que ça a été évident, parce que nous sommes passés en l'espace c'est-à-dire au mois de mai, nous avions déjà eu des séances de travail avec l'équipe sortante, qui a été réceptive en même temps, et la nouvelle équipe a tout de suite été réceptive, et on n'a pas eu du mal à avoir cet appui institutionnel officiel. Donc, c'est pas toujours évident, hein, de pouvoir obtenir un appui institutionnel. C'est quelque chose que nous louons et nous remercions les autorités en même temps. Maintenant, il y a eu des difficultés sur le terrain parce que
certaines difficultés, bien sûr, liées notamment à... Nous attendions un accompagnement technique plus pertinent, mais bon, ça s'est passé avec le format a dû être revu et ce format nous a amené justement à organiser l'événement au cœur même de la cible. Ça nous a permis d'aller organiser des activités. L'essentiel des acteurs du secteur informel se trouvant notamment dans la banlieue de Dakar. Nous avons organisé des activités à Yeumbeul, qui est une très grande banlieue de Dakar. Nous avons organisé des activités à Pikine. Nous étions jusqu'à Touglou, jusqu'à Diamniadio. Donc c'était vraiment, on n'aurait pas pu imaginer meilleur format pour cet événement. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce déplacement et le concept du Cerrado chez vous? Et vous avez, même malgré les difficultés, vous l'avez parlé, vous avez eu à, en tout cas, aller jusqu'à rencontrer les populations au fin fond du Sénégal. Vous avez cité tout à l'heure Togoulou, vous étiez à Diamniadio, vous étiez au niveau de la synthèse. Mais comment est-ce que vous avez compris l'intérêt que les populations ont accordé aux activités du Cerrado lors de vos différents, en tout cas, différentes interventions sur le terrain? Bon, il faut déjà comprendre que euh, la difficulté est une opportunité en même temps parce qu'elle vous oblige à redéfinir des approches. Et c'est cette difficulté que nous avons eue qui nous ont permis à redéfinir l'approche. Et nous nous sommes rendus compte que l'approche de départ était moins pertinente que celle que nous avions adoptée. Nous avons eu des partenaires locaux qui sont vraiment extraordinaires, notamment l'ambassadeur Fodesek, je vous l'ai cité tout à l'heure, Monsieur Bassirou Faye et Monsieur Professeur Diouf et autres. Oui, Bassirou Faye, nous le saluons de passage. Hein. Il est l'actuel président du Haut Conseil de l'entrepreneur. Voilà. Peut-être on aura l'occasion aussi de l'offrir un plateau, comme ça il pourra aussi intervenir sur les différents aspects du salon. D'accord, voilà. Donc, ce sont grâce à ces acteurs qui ont une bonne maîtrise du terrain parce que Bassirou, par exemple, c'est un acteur, il travaille avec des communautés locales depuis des années. Il a une forte expérience au niveau du Sénégal dans l'accompagnement des acteurs du secteur informel. Donc, ce compagnonnage nous a permis de redéfinir cette approche et à partir de cela, nous sommes allés sur le terrain et nous nous sommes rendus compte que la demande des populations était tellement forte que nous avions dû, à un moment donné, penser même à prolonger le Saredo parce que d'ailleurs, il est prolongé. Officiellement, le Saredo a pris fin le 8 juillet, mais il va continuer jusqu'à la fin de ce mois parce que la demande est forte au niveau des populations locales qui veulent bien comprendre le statut de l'entrepreneur. Pour ceux qui ont entendu parler de ce statut, ils ont partagé l'information et les autres veulent recevoir justement des formations sur le statut de l'entrepreneur. Et en même temps, ce Saredo est une opportunité pour ces acteurs économiques de pouvoir partager des situations qu'ils vivent, partager leur compréhension de l'économie, comment ils souhaitent participer au développement de l'économie. Donc, c'est justement ça le Saredo, être une plateforme de rencontre entre les acteurs étatiques et non étatiques de l'économie africaine pour voir ensemble quels sont les cadres les mieux adaptés pour pouvoir bâtir une économie endogène. Bon, il y a un constat je dirais général, c'est le fait que l'économie africaine est dominée par le secteur informel. Et c'est une réalité au Sénégal, comme au Gabon, au Bénin, qui a reçu le premier salon du Cerrado. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette importance du secteur informel au niveau des pays, en tout cas, qui partagent le secteur OWADA? Bon, nous pensons que les politiques qui ont été mises en place, qui n'étaient pas forcément mauvaises, mais peut-être moins adaptées aux réalités locales. Notamment, nous avons une population très jeune, une demandeuse d'emploi. Nous avons peut-être des modèles économiques qui sont inspirés de l'extérieur et qui ont tendance à vouloir s'imposer à nos États, sans parfois tenir compte
des réalités que vivent les acteurs, les véritables acteurs, on appelle le secteur informel aussi l'économie réelle. On a vu le niveau de résilience de ces acteurs durant la crise de la Covid. Donc je pense que c'est ça le véritable problème. Il faut créer un cadre où on puisse les écouter et on puisse leur donner une opportunité de jouer pleinement leur rôle d'acteur de développement. La formalisation n'est pas la seule solution ou bien la solution miracle à la participation du secteur informel au développement du pays. Il faut réfléchir sur de nouveaux mécanismes, il faut réfléchir sur peut-être même les cadres de formalisation proposés ne sont pas adaptés, n'est-ce pas? Il y a une sorte de méfiance de ces populations vis-à-vis de tout ce qui est administratif, juridique, etc. Nombreux sont analphabètes, donc tout ce qui est administratif, c'est vraiment pas pour eux, quoi. Donc il faut réfléchir sur une nouvelle approche. L'OHADA propose une solution, notamment le statut de l'entrepreneur et autres, mais nous pensons qu'il y a la possibilité de proposer autre chose. Maintenant, le SAREDO est là justement pour réfléchir, servir de passerelle entre la voie et les propositions, les orientations des politiques, notamment des institutions publiques et internationales, et les populations aussi pour pouvoir trouver la bonne approche et qu'elle soit plus réaliste, de telle sorte que nous puissions voir véritablement la participation de ces acteurs au développement de nos pays. Est-ce que, bon, selon vous, les acteurs dont vous parlez tout à l'heure, est-ce qu'ils sont prêts? C'est-à-dire les acteurs du secteur informel. Est-ce qu'en réalité, ils sont prêts à migrer vers la formalisation? Parce que actuellement, il est question de la formalisation parce que les États en ont besoin, notamment les États membres de l'OHADA. Parce que l'OHADA a fait quelques efforts, notamment la consécration du statut de l'entrepreneur, la mise en place ou les facilités qui tournent autour de la création de la société par action simplifiée. Il y a aussi les sociétés coopératives. Tout constitue en tout cas des allègements, des facilités pour encourager davantage les acteurs du secteur informel à aller se formaliser, à aller se structurer. Mais est-ce que les acteurs, en réalité, d'après vos expériences sur le terrain, sont prêts à aller vers cette formalisation? Les acteurs ne sont pas réfractaires à la formalisation. Ce que les acteurs attendent, c'est une meilleure prise en compte de leur situation. Parce que quand vous êtes acteur du secteur informel, vous ne bénéficiez pas d'un appui social, de la sécurité sociale. Vous ne bénéficiez pas de tout ce qu'offre l'administration, comme oui. Les subventions, voilà, les accompagnements financiers, la bancarisation en tant que voilà. Donc, ce sont des situations qui sont un peu embêtantes pour le secteur informel, mais elles voudraient bien bénéficier de toutes ces opportunités offertes par l'État. Mais comment, quand on est dans une situation d'extrême précarité, quand on est dans une situation comment dirais-je, quand on n'a pas de formation, quand on n'a pas de qualification, etc., comment se formaliser? Et d'ailleurs, l'information aussi, parce que quand nous lançons le SAREDO, c'est déjà pour promouvoir le statut de l'entrepreneur. Les populations ne sont pas informées de l'existence d'un statut tel que celui de l'entrepreneur, qui est vraiment quelque chose de formidable que l'OHADA a mis en place. Parce que la formalisation nécessite deux choses. La déclaration au greffe du commerce et l'accès au numéro d'imposition fiscale que met à la disposition de l'entrepreneur l'administration fiscale, les impôts notamment, pour pouvoir permettre à ces acteurs de s'acquitter de leurs taxes. Oui, vous avez parlé d'impôts tout à l'heure. Est-ce que c'est pas ce qui fait peur? Parce que les gens, en tout cas les acteurs, ont peur le fait qu'on les donne le statut d'assujetti à l'impôt. Et ce n'est pas le prétexte qui fait qu'ils veulent tous rester dans le secteur informel pour échapper à une quelconque imposition. Il y a des éléments de réticence. Je l'ai cité tout à l'heure. Il y a déjà la question de l'analphabétisation de certains acteurs. Il y a la lourdeur administrative.
et juridique. Il y a des acteurs qui travaillent 7 jours sur 7. Ils ne s'imaginent pas rater une seule journée, aller passer dans une administration pour se faire formaliser. Parce qu'ils sont dans une économie de survie. Okay? Surtout qu'ils n'ont pas d'accompagnement, etc. Ces acteurs, ce n'est pas qu'ils sont réfractaires à la formalisation. C'est que le contexte ne leur permet pas de se formaliser. Et il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, la présomption d'une fiscalité suffisamment coûteuse qui pourrait endommager dans une certaine mesure le budget, leur chiffre d'affaires. Or, parfois, ce que l'État demande de payer n'est pas aussi onéreux que ça. Le problème se situe au niveau de l'information. Au Gabon, il y a l'ISL, l'impôt synthétique libératoire, qui permet aux tout petits, à l'entrepreneur notamment, qui fait partie des acteurs de la nano-économie. Oui, peut-être c'est le répondant de la CGU au Sénégal, la contribution globale unique. Parce que les entreprises nouvellement créées ou qui sont, en tout cas, qui ont des revenus minimes sont assujettis à cette catégorie d'impôt qui constitue un impôt indolore, qui ne constitue pas en tout cas un frein pour le développement de leurs activités. Mais toujours est-il que le constat est là, parce que les acteurs ont toujours tendance à se réfugier derrière une taxation très agressive vis-à-vis des pouvoirs étatiques. Mais dans une certaine mesure, cette taxation, elle leur est imposée. Quand la mairie, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais dans certains pays, il y a la mairie qui collecte des taxes à partir des timbres, n'est-ce pas? Ouais. À cause de l'occupation de l'espace public, X, Y, Z choses, ok. Quand on évalue, je vais prendre un exemple pour le Gabon, vous avez au Gabon parfois des gens qui payent 500 francs ou 1000 francs par jour. Si vous travaillez 300 jours dans l'année, vous avez en moyenne 300 000 francs que vous payez comme taxe. Donc, vous imaginez que c'est comme si vous étiez une entreprise légalement enregistrée. Donc, c'est le problème d'information, l'accès à l'information et l'accompagnement, mettre en place des cadres d'accompagnement, de formalisation de ces acteurs. D'où la création du HCE, qui est justement un instrument d'accompagnement de ces acteurs dans le processus de formalisation, de structuration et de participation au développement des pays de l'Afrique. Apparemment, vous êtes venu au Sénégal avec une valise remplie d'argent pour distribuer aux acteurs du secteur informel. Comment vous arrivez à avoir ce budget dans le cadre des activités du Cerrado? Bon, il faut comprendre que le concept Saredo est assez nouveau, mais en même temps, il est pertinent parce que la plupart des institutions que nous avons rencontrées, j'ai même envie de dire la quasi-totalité des institutions que nous avons rencontrées, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, ont été très réceptives. On trouvait le projet très pertinent. Mais il y a parfois cette petite méfiance d'appui financier quand on n'a pas encore vu ce qui s'est déjà fait sur le terrain. Donc, nous avons dû supporter par nous-mêmes les frais de réalisation, les coûts de réalisation des 2 éditions précédentes. Maintenant, nous avons cette ferme conviction que si on arrive à mettre en place des mécanismes non seulement de formalisation, mais également de structuration et de participation de ces acteurs au développement de l'Afrique, nous n'aurions plus ces problèmes de financement pour ce genre de salon, ça va plus se poser. Parce que vous imaginez, 65% du PIB d'un pays, c'est énorme. Au Gabon, c'est 400 milliards, ce que représente le secteur informel, 400 milliards qui échappent à l'État. Au Sénégal, bon, ce sont des chiffres que j'ai entendus comme ça, 2000 milliards. Bon, vous imaginez, ça veut dire que le secteur informel n'a pas un problème d'argent. Quand nous sommes allés à Touglou, nous avons rencontré des femmes organisées, structurées, 6 communes, des femmes qui regroupent 6 communes du Sénégal, avec des banques locales. Elles ne nous ont pas posé un problème d'argent. Elles nous ont posé un problème d'écoulement de leurs marchandises. Oui, bon, parlons-en. Les marchés, au-delà de l'aspect financier, peut-être que ces organisations en auront besoin. Est-ce que vous avez mis en place
un plan d'action visant à mieux appuyer les femmes au niveau local qui ont besoin, dans le cadre de leurs activités, d'écouler leurs produits, parce qu'elles ont parlé d'un problème de marché. Elles ont aussi parlé de problème de partenariat. Est-ce que vous avez mis en place ou vous avez prévu quelque chose, en tout cas, pour lutter contre ce fléau? Mais la conférence sur la diplomatie économique a été justement le cadre de discussion d'un marché régional qui pourrait justement impacter ces acteurs. Je ne vais pas parler de la ZLECAf, de son niveau d'importance, il est certainement évident, mais nous pensons qu'à côté de la ZLECAf, nous pouvons créer un grand marché des acteurs de base, notamment de ces acteurs, je n'ai pas envie de dire des acteurs de l'économie informelle, mais des acteurs de l'économie réelle, n'est-ce pas, avec des entrepreneurs. C'est en perspective, ça a été l'une des recommandations de ce salon, la création d'un grand marché régional qui pourrait permettre justement à ces dames courageuses de pouvoir écouler leurs marchandises au-delà de leur localité, au-delà de leur région, au-delà du Sénégal, de telle sorte qu'on puisse se retrouver un jour en Tanzanie en train de manger de chakri, c'est comme ça que ça s'appelle, le blé, oui. le couscous, oui. local, voilà. Et en même temps, on a réfléchi sur une façon de valoriser ces produits, parce que pour pouvoir écouler un produit, il faut pouvoir le valoriser, il faut mettre en place des instruments de valorisation de cette économie endogène. Oui, l'autre chose, c'est tout à l'heure, vous avez parlé, en tout cas, de difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain. Et on comprend que les activités de Cerrado ne s'arrêtent pas là. Vous avez quand même dégagé des perspectives pour les années à venir. Quelles sont les perspectives que vous avez dégagées pour l'avenir? Bon, c'est déjà de pouvoir suffisamment fixer le HCE. C'est l'une des perspectives majeures parce que le HCE est l'instrument de mise en œuvre, de matérialisation des recommandations du SAREDO. Donc, il faut pouvoir permettre à ce HCE d'être suffisamment opérationnel, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Le HCE, c'est un président, M. Bassirou Faye, c'est 5 vice-présidents, notamment un de nationalité gabonaise, un de nationalité malgache, une de nationalité marocaine, un de nationalité burkinabé et un autre de nationalité mauritanienne. Si. Donc, ce bureau aura en charge de l'installation des représentations nationales et la mise en œuvre de toutes les politiques, de toutes les recommandations recensées dans le rapport de ce SAREDO. Et le prochain salon sera organisé par quel pays? Le prochain, le SAREDO voyage, il va en Afrique du Nord, au Maroc notamment. C'est ce qui est prévu. Nous travaillons déjà depuis une semaine, 2 par là, à l'organisation de ce salon au Maroc. Nous avons déjà un point focal sur place qui travaille. Elle est d'ailleurs vice-présidente du HCE. Donc, nous espérons que cette prochaine édition verra une plus forte implication non seulement des autorités régionales, mais également des institutions internationales qui accompagnent justement la structuration, la formalisation du secteur informel. Il faut rappeler que la Banque mondiale a été un acteur de poids dans la mise en œuvre du statut de l'entrepreneur et encourage justement les pays d'Afrique subsaharienne dans cette formalisation à partir du statut de l'entrepreneur de droit OHADA. Nous espérons trouver en eux des partenaires, que ce soit la Banque mondiale et toutes les autres institutions qui travaillent justement à la formalisation du secteur informel. Le SAREDO et le HCE sont là comme instruments d'accompagnement de leur politique d'appui au secteur informel. Est-ce que vous avez fait un appel à ces institutions de Bretton Woods, dont notamment la Banque mondiale, le FMI, ne serait-ce que dans le cadre d'un partenariat pour accompagner à l'avenir les activités du SAREDO? Nous les avons invités à prendre part au SAREDO.
depuis la première édition de Cotonou. Comme je vous le disais, quand vous organisez un salon comme ça sur fonds propres, c'est pas toujours évident. Donc parfois il y a des petits couacs comme ça. Mais bon, nous leur avons envoyé des correspondances, des invitations, que ce soit à la première édition comme à la deuxième édition. Nous leur enverrons les rapports. Si toutefois ils sont intéressés par un éventuel partenariat, nous sommes ouverts pour pouvoir voir avec ces organisations, celles qui sont disposées à nous accompagner. Qu'à cela ne tienne, il y a des institutions, des organismes privés qui ont déjà pris attache avec nous. Elles sont nombreuses quand même pour pouvoir établir un partenariat dans la mise en œuvre de tout ce que nous avons identifié comme préoccupation. Oui, je rappelle que nous avons... Pas préoccupation, mais recommandation, je vais dire. Oui, oui. Je rappelle aux auditeurs, aux internautes que nous avons en tout cas le plaisir de recevoir ici sur ce plateau M. Cyrus Essoukou Mato, qui est le vice-président du la comité d'organisation du salon du Saredo. Voilà, M. Mato, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le prochain salon qui se tiendra au Maroc si tout va bien l'année prochaine? Et quelles sont les innovations majeures que vous comptez en tout cas mettre en œuvre? Grâce à la belle réussite de cette deuxième édition, nous comptons vraiment mettre en place un cadre suffisamment structuré et opérationnel d'appui au secteur informel. Donc, la rencontre du Maroc sera un cadre de réflexion et de mise en place d'une stratégie régionale avec comme participant à l'élaboration de cette stratégie l'administration publique, les administrations publiques de nos États et les bénéficiaires, notamment les coopératives, les acteurs du secteur informel, mais également tous ceux qui participent, les cabinets, etc., à accompagner le secteur informel. Nous voulons élaborer une stratégie régionale et qui sera, parce que le Maroc a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils ont mis en place des politiques assez intéressantes d'appui au secteur informel. Et nous voulons justement nous appuyer sur leur expertise, les mécanismes de formation, d'accès à la formation, d'accès à l'information, d'accès au financement, parce que les financements sont également un problème assez récurrent. Voilà, donc l'accès au social, comment ils font, sur quel mécanisme ils ont mis en place pour pouvoir mettre en œuvre une politique sociale qui permet à ces acteurs-là de véritablement bénéficier de tout ce qui est dispositif social. Oui, nous faisons un coucou à Madame Khadija du Maroc, qui aussi fait partie des participantes du salon Saredo de cette année, qui a même pu animer un panel d'une importance capitale. Voilà. Autre chose, c'est nous acheminons vers la fin de l'émission, mais quel est le message que vous pouvez lancer aux autorités étatiques des pays, en tout cas membres de l'OADA, pour en tout cas qu'elles assistent davantage le secteur informel et ou bien ces acteurs à aller vers la formalisation, à aller vers la structuralisation et à obtenir l'appui institutionnel et les financements, parce qu'ils en ont besoin quand même. Bon, j'ai le petit souvenir de l'accord de Cotonou, notamment dans son article 23, c'est l'accord entre les pays ACP et l'Union européenne qui prévoit que les acteurs non étatiques participent en amont et en aval au processus de développement des pays. Donc, souvent, les institutions ont des programmes, des cadres de travail, etc. Et parfois, ce n'est pas élaboré en collaboration avec les bénéficiaires, ou alors, une fois que c'est élaboré, ne s'appuie pas sur des acteurs de terrain pour leur mise en œuvre. Comment se fait-il qu'un statut comme celui de l'entrepreneur, qui a été créé en 2010, a fallu attendre 5 ans pour voir le premier entrepreneur se faire déclarer?
Et depuis lors, ça fait aujourd'hui 9 ans que le premier entrepreneur s'est fait déclarer. Quand vous regardez les statistiques dans les différents pays, ça n'avoisine même pas, aucun pays n'atteint les 5000 déclarés. C'est un problème. C'est un problème. Mais pourquoi les gens ne se font pas déclarer? Parce qu'ils ne connaissent pas. Bon, maintenant, l'OHADA, en tant qu'institution interne, institution Oui. chargée justement de Communautaire. voilà, il appartient à cette institution de travailler justement avec des acteurs de terrain pour leur faciliter la promotion des actes de l'OHADA, notamment en rapport avec le statut de l'entrepreneur. Non seulement le statut de l'entrepreneur, mais également, vous parlez de coopérative et tout le reste. Le HCE est là pour accompagner justement l'OHADA dans la promotion de ces actes. Non seulement la promotion de ces actes, mais également dans tout ce qui peut permettre, parce que vous allez voir plus tard, M. Bassirou certainement va vous partager décliner de manière un peu plus détaillée les objectifs, les activités que nous aurons à réaliser plus tard. Mais nous pensons que l'OHADA a un devoir d'accompagnement de tous les acteurs qui œuvrent à la promotion de ces actes. Nous saluons de passage Excellence Fodesec, qui a aussi beaucoup contribué pour la réussite de ce deuxième salon. Et c'est le cas aussi de M. Bassirou Faye, actuel président du ACE. C'est le cas de vous-même, M. Mato, de Benita et de Maître Essoukou Anita. Et en tout cas, il y a Dr Diallo aussi qui faisait partie de l'équipe et toute l'équipe de Seredo qui ont eu en tout cas à mettre la main à la pâte pour la bonne réussite du salon. Et c'est aussi l'occasion de les inviter à participer aussi pareillement pour la réussite aussi du prochain salon qui se tiendra au Maroc. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la partie. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de lever la séance? Oui, certainement, comme vous avez parlé d'un clin d'œil, nous souhaitons que déjà à partir du Sénégal, qu'on puisse avoir un élément, faire du Sénégal en fait l'épicentre dans l'Afrique subsaharienne, l'épicentre de l'action d'appui au secteur informel. À cause de tout ce qu'il y a déjà comme avancé, nous espérons avoir un partenariat avec les autorités de la place, le gouvernement notamment, et puis tous les autres acteurs, mettre en place un cadre qui permettrait au Sénégal d'être l'épicentre de nos actions au niveau de la sous-région. Ça, c'est vraiment un souhait très prononcé, mais également interpeller les champions, ce qu'on appelle les champions de l'économie africaine. Il y a des entreprises championnes, certains ont commencé timidement dans le secteur informel et sont devenus leaders de l'économie dans des domaines précis. Nous interpellons ces champions pour qu'ils puissent accompagner ce projet. Nous avons oublié quelqu'un de formidable, c'est le ministre Mamadou Hott. Amadou Hott, oui. Voilà, il a bien voulu mettre à nos dispositions son centre. Oui, le salon Sidi Hott de Yembol. Voilà, et nous saluons aussi à travers lui toute la aussi participation de la communauté de Yembol. Malik, son directeur général. Oui. Notre chauffeur aussi, on peut le saluer, M. Amadou. Voilà. Aussi, il y avait Rama, il y a Rama aussi qu'on a oublié. Voilà. Rama Bey, il y a aussi Baïkoura Mane, qui faisait partie de l'équipe du secrétariat, qui était en charge de la rédaction du rapport de l'édition de cette année. Donc, monsieur Amadou Hott a bien voulu participer à l'une de nos activités, mais bon, au moment où il arrivait sur Dakar, c'était les activités de Yembol prenaient fin et il devait repartir le lendemain. Vraiment, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, mais je profite de ce plateau au nom de toute l'équipe du Saredo pour lui transmettre nos sincères remerciements. Nous espérons revenir très tôt au Sénégal pour pouvoir matérialiser certains projets que nous avons identifiés. Et nous pensons que l'équipe qui restera sur place, parce que nous sommes
nous repartons sur Libreville déjà. Donc, nous avons été très heureux. Nous avons connu le pays de la Teranga. Nous avons joui de cette Teranga. Et le Tchéboudienne, on vous a gavé du Tchéboudienne sénégalais? C'était quand la fête du Nouvel An, on nous a gavé de tchak. C'est Tchéré. tchéré, c'est ça, Ouais, avec c'est- du mouton. Oui, Voilà. c'est ça. Donc, voilà. Donc, nous espérons seulement que la mayonnaise prenne. Merci. Et elle prendra. C'était un plaisir de recevoir M. Cyrus Sukumato, vice-président du comité d'organisation du salon de l'entraînement de droit ODA que le Sénégal avait l'occasion d'abriter cette année. Et nous donnons rendez-vous en tout cas à toute la communauté Sarado et tous les ressortissants des pays membres de l'OADA à venir approprier des activités et des avantages que le Sarado offre sur le terrain. Et nous remercions de passage l'équipe technique qui a eu à réaliser cette émission, notamment Omar et les internautes de DKR 221. Merci, M. Mato. Nous vous souhaitons bon voyage et bonne rentrée Merci. à Libreville. À très bientôt. Merci.